Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un tout petit passage tiré de ceci, Judith Schlenger, Présence des œuvres perdues. Et c'est une référence qui nous a été offerte par notre ami, notre camarade François Bon. Je vous lis un petit passage, il est question du Conseil des arts du Canada sur l'appropriation culturelle. Où finit le jeu légitime de l'imagination? Où commence l'abus et l'usurpation? Quand Defoe peut-il s'approprier d'autres milieux, d'autres aventures et d'autres continents? Quand sa plume peut-elle changer de sexe pour raconter de l'intérieur, au nom d'une identité assumée, ce qui est hors de son expérience? Et quand l'imagination littéraire devient-elle fraude et transgression? Situer son propos dans un autre milieu d'expérience que le sien, ou prendre la parole au nom d'une autre culture que la sienne, est une offense neuve. C'est une très ancienne licence d'écrivain, mais c'est un délit nouveau. Selon une décision du Comité canadien pour l'égalité raciale dans les arts, la description de minorités ou de cultures autres que la sienne propre, qu'il s'agisse de fiction ou de non-fiction, est une appropriation culturelle qui ne pourra pas être subventionnée. Cette décision prise en 1992 montre bien ce qu'il y a d'ambigu dans l'intervention du pouvoir public qui se porte garant de ce qu'il couronne en accordant ou en refusant sa caution. C'est aussi une décision inquiétante, car elle semble affirmer qu'on ne peut parler légitimement que de son fonds propre et de son propre territoire, qu'il faut être natif d'un groupe et partager son expérience pour avoir le droit d'en parler, et que tout étranger est exclu. Ce qui, au pied de la lettre, ruinerait à la fois l'universel et la fiction. La recherche du savoir serait éliminée d'un trait, sans parler des œuvres d'imagination. Empêcher l'exploitation commerciale d'une expérience sociale ou historique chargée, rendre au groupe minoritaire son pouvoir de sujet parlant et sa dignité du point de vue légitime et compétent, lui restituer la possession de sa propre histoire et l'interprétation de cette histoire, c'est là l'objectif honorable du Comité canadien. Comme souvent une décision administrative imprudente donne à un idéal indiscutable des conséquences surprenantes. Et ce sont les formes sociales et morales de la reconnaissance, prix et subventions, qui tentent la transgression et invitent au délit. Ici, les conséquences concernent à la fois l'imagination et la démocratie. L'imagination, pour sa part, pourra se sortir d'affaire, au besoin, sans subvention. On constatera simplement, une fois de plus, combien la littérature est proche de l'esprit du faux, et combien leurs rouages s'en mêlent et se ressemblent. On retrouvera, une fois de plus, les affinités bien connues entre la fiction et le mensonge. Mais la démocratie est affectée ici plus directement que la littérature. Un monde où l'on n'aurait le droit de parler que du sein de son groupe, pour son groupe et de son groupe, où chaque groupe aurait la possession exclusive d'un territoire à propos duquel nul étranger n'aurait la parole, où chaque voix serait enfermée dans sa donne héritée et ses déterminations reçues, un tel monde répondrait-il aux espoirs démocratiques? La libération démocratique n'est-elle pas au contraire l'espoir que les circonstances ne déterminent pas entièrement une identité, une vie, une pensée? Qu'on ne sache pas tout ce qu'il y a à savoir sur une personne quand on connaît son appartenance, ses circonstances, ses contraintes. Que chacun de nous ne soit pas un papillon épinglé par ses origines. Ben voilà, hein? Écoutez, j'en dirai pas davantage aujourd'hui.
je me demandais, en fait, le peuple le plus appropriationniste de ce vaste territoire nord-américain, c'est assurément les descendants de colons français, dont la survie était liée à l'imitation d'un mode de vie, celui des Autochtones. Et je me demande si à quelque part, cette appropriation qui est devenue nôtre, hein, en fait, n'est-elle pas le... Je sais peut-être que je vais m'avancer, mais n'est peut-être pas le but inconscient de cet appareil fédéral qui ne souhaiterait pas qu'en son sein existe une véritable nation. Une véritable nation qui serait à la fois une synthèse, à la fois une création nouvelle, à la fois un souffle neuf, à la fois une expérience inédite, à la fois une pure création de l'imaginaire, à la fois une œuvre incarnée, à la fois une réalité nouvelle, un peuple neuf. La question du métissage est une question qui, évidemment, taraude une partie importante des descendants colons français. Mais cette question-là du métissage aussi taraude une partie importante des communautés autochtones. Je pense ici aux Abénaquis, entre autres, ou aux Hurons, qui ont dans leur généalogie des grands-pères et des grands-mères descendants de ces colons français. Et pour eux, c'est presque une souffrance ontologique que d'avoir ça en eux. Eux aussi auraient peut-être l'occasion de créer quelque chose de neuf. Ils sont enfermés dans des réserves. Ils sont enfermés dans une identité. On les confine à cela. Il y a eu le fameux débat slave avec Lepage. Il lui a reproché de ne pas avoir engagé des comédiens autochtones. J'ai posé la question, je la repose. Vous savez, au Canada, il y a une loi d'apartheid qui fait que c'est pas tout le monde au sein des communautés autochtones qui est considéré par le gouvernement central, fédéral, comme autochtone. Au sein d'une même famille, on peut avoir des Indiens reconnus et des Indiens non reconnus. Beaucoup de ces Autochtones-là, ils sont des métis. Et Lepage, est-ce qu'il aurait engagé des comédiens qui ont le statut d'Indiens reconnus, ou encore ça aurait été une autre sorte de bataille pour engager des Autochtones au statut non reconnu? Est-ce que Lepage aurait été obligé de demander les cartes, ou pire encore, un test sanguin? Parce que ça, c'est l'autre tendance. Comment les identités se disparaissent, fondent, se dissolvent avec les tests sanguins. Avec le décryptage du génome, eh bien, le culturel se dissout comme une pastille d'aquaseltzer dans un verre d'eau. Alors, je vais revenir. Hier soir, je me suis endormi là-dessus. Des questions très prenantes sur le faux, comment on fabrique un faux, comment le faux devient plus intéressant que le vrai, comment une généalogie d'une œuvre se crée, comment elle permute, comment elle vient changer la donne du réel, comment même certaines œuvres qui n'existent plus continuent d'une certaine manière à exister autrement, sous la forme de la perte ressentie parfois. Des bibliothèques immenses ont été détruites. Je pense à la bibliothèque d'Alexandrie, entre autres.
mais dans l'imaginaire, elles se recréent autrement, elles se reconstruisent indéfiniment, aurais-je envie de dire. Alors voilà, c'est tout. Je me remets de cette lecture éprouvante de l'auteur dont tout le monde parle. C'était la bonne nouvelle pour moi, c'est que c'est le seul mauvais livre que je vais lire en 2019. J'ai commencé mon année du très mauvais pied. J'ai commencé en lisant quelque chose qui ne me plaisait pas. Et je sais que j'aurais fait un très, très, très mauvais critique parce que, ayant le sang vif, un livre qui me déplaît fouette en moi cette capacité-là de méchanceté. Et je peux devenir terriblement de mauvaise foi quand je suis mis devant quelque chose qui ne me convient pas. Et je peux même développer un argumentaire. Je peux devenir cruel, je peux devenir injuste, peut-être même, devant un texte que je ressens même comme une vraie agression. Alors, je peux me défendre. Alors, je me défends. Alors, c'est tout. C'est tout. Alors, on continue. J'ai un nouveau micro. Tenez, je vais le montrer. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Tenez. Voilà. Ouais. Pas joli, cet appareil-là. Voilà. C'est tout. Je vous remercie. Et à demain. Probablement, je pense que je reprends goût à refaire ces vidéos-là. Alors, vous pouvez nous rendre visite, à Fabienne et moi, à l'atelier librairie, le livre voyageur. Vous pouvez nous contacter au 514-736-0999. C'est à Montréal, dans le quartier Villeray, et nous sommes le 9 janvier 2019. Toujours pas acheté de livre encore. Failli commander un livre de Judith Schengler. Schlenger, oui, dis-je. Je me suis retenu 9 jours consécutifs sans avoir acheté un seul livre. Ouais, la force du mental. Merci, bonne soirée.